Le peuple brésilien a élu dimanche Luiz Inácio Lula da Silva à la présidence du pays. Un scrutin qui devrait peut-être ravir l'Afrique qui a connu entre 2003 et 2011 des relations développées avec le pays d'Amérique du Sud. Est-ce donc une bonne nouvelle pour l'Afrique? On s'interroge en tout cas. Mais de mémoire, déjà élu président en 2003, Luiz Inácio Lula da Silva a beaucoup œuvré pour le continent, alors que le Brésil s'était, avant lui, éloigné du tiers-mondisme. Dès son arrivée au pouvoir à l'époque, Lula s'était entouré de collaborateurs à qui il avait demandé de faire du soutien aux pays en voie de développement une priorité. Visiblement, ces priorités n'ont pas du tout changé. Que vous inspire le retour aux affaires de Lula da Silva? Dans un instant, vous pourriez nous appeler pour participer à la réflexion. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs. À cette édition du Point sur l'actualité, vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous nous recevez chez vous sur la 96.3 FM pour ceux qui sont donc à Douala et ses environs. La télévision, c'est sur Eutelsat et Amos. Et bien sûr, pour les internautes, vous allez sur Facebook ou YouTube, vous nous trouverez de ce côté-là. Pendant ce temps, Play Store vous donne l'occasion de télécharger l'application de Foyo Média. Et tout cela nous honore. Vous l'avez suivi, nous parlons aujourd'hui de ces élections, ou cette élection qui a vu porter à la tête du Brésil Lula da Silva, un retour peut-être en triomphe. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le volet africain de sa réélection. Est-ce une bonne nouvelle pour le continent africain, d'autant plus que Lula a dit, et je le cite, « Ma priorité sera de rétablir la relation avec l'Afrique ». Mesdames et messieurs, merci d'être là. Et comme toujours, nous sommes accompagnés des meilleurs dans les analyses géopolitiques, parmi lesquels notre consultant permanent, Jonathan Batengene, est avec nous ce soir. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamaladan. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. On nous parle de millions de téléspectateurs. N'eût été l'algorithme de manipulation sur Facebook, on aurait pu connaître notre véritable audience. Nous disons à tous ceux-là qui nous font confiance, merci. Nous continuons le grand combat panafricaniste ensemble et nous sommes heureux de vous compter parmi ceux qui réalisent l'histoire. L'histoire, pas seulement de l'Afrique, l'histoire du monde. Bonsoir à notre grand frère, notre père, notre éminent co-panéliste. Il est là. Vous allez, je sais que beaucoup vous l'attendent. Allez, perdez pas votre temps, vous pouvez dire, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il est là, le président. On va laisser sa présentation. Tout le monde sait que le président est là. Bonsoir à tous les techniciens, surtout monsieur Yannick Song et monsieur Signe Pierre qui abattent un travail d'orfèvre tous les jours pour que ces émissions soient retransmises en qualité sur leur petit écran ou sur leur smartphone, ou encore pour ceux qui sont à l'audio sur leur poste récepteur. Bonsoir tout le personnel Foyo, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de défense et de sécurité, Bachir, qui a su un travail remarquable. Nous leur disons merci, merci pour tout ce que vous faites pour que le Cameroun reste uni et indivisible. Nous avons notre coup de gueule, nous n'allons pas être longs cette fois-ci. Vraiment, nous militons toujours et nous réclamons la libération de notre sœur Edith Puchéry-Ballet, emprisonnée de manière injuste par le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Madame Edith Puchéry-Ballet, c'est une héroïne, c'est une dame qui est aujourd'hui une icône pour tous les panafricanistes et tous les jeunes africains. Nous la portons comme un combat qui mérite d'être porté, et nous la portons comme une dame qui mérite d'être une référence dans l'histoire de l'Afrique. Nous demandons également aux autorités burkinabè de s'occuper très bien de notre frère Nestor Podacier, de le protéger et de lui assurer les garanties de continuité de son combat, qui est un combat juste.
C'est un combat qui a permis que la révolution populaire se passe dans de bonnes conditions. Il a agi dans le cadre de la légitime défense et il a permis à la révolution burkinabé de peser de tout son poids lorsque la junte française menaçait de la faire tomber. Nous sommes solidaires de notre frère Nestor Podassé et nous portons son combat avec lui. Merci Jonathan Batengene. Eh bien, vous aviez promis de ne pas être long. Mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, on vous comprend aussi. Vous parliez de lui il y a quelques secondes et bien sûr, il est là. C'est le président du nouveau mouvement populaire, l'un des pionniers du panafricanisme sur le plan médiatique. Mais avant ça, il a fait le terrain. Et oui, il a fait le terrain avec tous les enseignements qu'il a pu tirer. Il partage cela volontiers avec toute la conscience africaine qui nous suit en ce moment sur les antennes de Foyo Média Africa. Président Bandakani, bien le bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir à mon copanéliste qui est un fils à moi, pour que j'ai une affection particulière. C'est notre espoir dans le combat panafricaniste. J'espère que ça ne sera pas très lourd pour ses épaules. Mais en tout cas, nous on est encore là. Donc, on sera à ses côtés. C'est pas facile, c'est une très grosse responsabilité. Être consultant permanent dans le cadre de ce combat-ci qui atteint sa vitesse de croisière, c'est pas évident. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'a qu'un point. Nombre d'années. Nombre d'années. Oui. Donc, je suis très content d'être à ses côtés, content d'être avec toi, Bachir. Merci, Président. Content d'être sur For You, qui est une chaîne pleine de promesses dans le combat panafricaniste. Je salue les techniciens qui se battent comme des beaux diables pour que les standards soient comment on dit ça, soit en phase, pour que nous puissions nous exprimer dans des conditions adéquates. Je fais mien toutes les revendications, les dénonciations de Jonathan Batengene, que ce soit notre soeur plus chérie Balé. Nous suivons de très près ce dossier, que ce soit pour notre ami Podassé, de Burkina Faso. Voilà. Donc je suis solidaire, nous sommes solidaires, n'est-ce pas, sommes solidaires de cette dénonciation-là. Donc merci Bachir de m'avoir invité. Merci Président d'être là. Eh bien, on ne va pas perdre de temps. Lula da Silva, je préfère commencer par vous. Je sais la relation très étroite que vous avez avec ce monsieur. Par le passé, on a échangé un tout petit peu sur ses œuvres sous d'autres cieux. Et il s'est arrêté au bout de chemin. On croyait que tout était fini. Et aujourd'hui, Lula revient président Bandakani. C'est vrai, c'est quelqu'un pour qui j'ai une affection particulière. Mais c'est vrai que depuis, je n'ai pas eu de ses nouvelles. La prison est arrivée, il a été libéré. Effectivement, je ne me taisais plus. Oui, parce que je ne me taisais plus, parce que vous savez, les gens changent. Hein. Les gens changent. Bon, nous, on attend de voir les premiers pas. On est content, il a dit qu'il va. La priorité, c'est l'Afrique. C'est une très bonne chose pour l'Afrique. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Tout à l'heure, je vais dire pourquoi, mais je voudrais commencer par parler de l'homme, rapidement. Lui, là, c'est d'abord une histoire de parcours personnel, extraordinaire. C'est un ouvrier, un petit métallurgiste au Brésil, qui était dans le Parti des travailleurs. Personne n'imaginait qu'il pouvait être président. Dans le contexte brésilien. Personne ne pouvait imaginer. Mais il est devenu président. Après un long parcours militant, n'est-ce pas, comme syndicaliste, et puis à la tête du Parti des travailleurs, un long parcours militant, fait des sacrifices, d'abnégation, dans un contexte en Amérique latine où la gauche, n'est-ce pas, a connu des moments extrêmement difficiles, dans la répression, dans une forme d'isolationnisme géopolitique aussi, la gauche sud-américaine, et c'était difficile. Ils ont tenu bon. Lula a tenu bon dans le cadre de son combat. Il est devenu président. Et quand il est devenu président, c'est avec son arrivée que va coïncider ce qu'on pourrait appeler le cycle de croissance qui va faire du Brésil un pays émergent, au sens même économique du mot. Un pays émergent. C'est sous Lula, c'est 2 mandats. Une croissance extraordinaire. Je n'ai pas dit développement, je dis croissance. Qui va faire du Brésil, qui va consolider le Brésil comme étant un pays émergent sur le plan économique, mais aussi une puissance sous-régionale, mais aussi internationale, qui va commencer à peser sur le sort du monde. C'est sur Lula. Et c'est sur lui que des politiques intensives, déterminées,
pour sortir des gens dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, parce que le Brésil est caractérisé par des paradoxes. Oui. C'est un pays qui a fait un bond économique, mais en même temps, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de pauvreté. Des gens extrêmement riches et d'autres extrêmement pauvres. Oui. Alors, il y avait 35% de la population qui était dans une situation d'infra-humanité. Oui. Alors Lula, en deux mandats, va faire sortir, c'est-à-dire qu'il va réduire ça de plus de 12%. C'est-à-dire qu'on passe de 35% à 24%. Oui. Avec particulièrement son programme de Bolsa Familia, il consistait à mettre à disposition des familles très pauvres, n'est-ce pas, de quoi envoyer les enfants à l'école, et le programme minimum vieillesse pour toutes les personnes qui avaient plus de 60 ans, qu'ils aient un revenu garanti pour vivre. Oui. Alors ça a marqué le monde entier. Ça a marqué le monde entier, et il est connu comme le président des pauvres, on l'appelle comme ça, le président des pauvres. Et il s'est lancé aussi dans l'organisation, la consolidation de l'organisation réunissant les États de l'Amérique latine pour essayer de faire face à la puissance du grand voisin du Nord, les États-Unis. Mercosur. Oui, Mercosur. Il va aussi renouer avec l'Afrique, vous l'avez dit. Oui. Mais vous savez, la meilleure, c'est un ami personnel du président Biya. Oui. C'est un ami personnel du président Biya. Ils sont extrêmement liés. Ce qui me permet donc de finir, pour laisser la parole à mon co-panéliste, de terminer sur pourquoi nous sommes contents, nous Africains, quand on l'a dit, que sa priorité, c'est l'Afrique. La situation économique du Brésil est particulière. C'est un pays émergent, c'est-à-dire il est un pont entre les pays riches, parlons comme ça, et les pays pauvres. Il est un pont. Et son expérience parle, l'expérience du Brésil parle. Lula, le Brésil, de par sa structure économique et ses cycles de développement, peut tenir la main des pays africains, peut être comment on peut dire ça, une espèce d'échelle que les pays africains peuvent emprunter pour retourner la mondialisation à leur avantage. C'est en cela que quand Lula se dit que l'Afrique sera sa priorité, c'est une bonne chose. Oui. Vous comprenez? Jusqu'à présent, on a eu des partenaires diversifiés, la Chine et la Russie, c'est bien. Mais Lula le Brésil va apporter un plus avec Lula. Ça apportera un plus, ma chérie. Parce que les diversifications que je viens de citer, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ont des particularités précises. Oui. La Russie apporte un bonus militaire dans un premier temps. Oui. Pas apporter beaucoup de choses, hein. Ça c'est clair. Mais pour l'instant, c'est un bonus. C'est ce qui est le plus visible. C'est ce qui est le plus visible. La Chine, c'est une diversification financière. Oui. Elle peut prêter de l'argent pour financer les infrastructures. C'est bien. Mais le Brésil peut apporter plus. Oui, Lula va apporter plus. Parce que Lula nous permet déjà de bonifier ces deux partenariats, de les bonifier ces deux partenariats, et de les inscrire dans une dynamique où nous pouvons, nous pouvons inventer un modèle économique, malgré les contraintes que nous devons affronter. Où on peut inventer un modèle économique qui va concilier, n'est-ce pas, qui va concilier les contraintes du capitalisme. Vous savez comment je dis pas, moi je ne suis pas pour le capitalisme, mais c'est un discours pragmatique, je vois ce qui est là, qui va contraindre, n'est-ce pas, qui va concilier le capitalisme, parlons comme ça, et des dynamiques visant à la dépasser. Lula a essayé au Brésil, en essayant de colorer le capitalisme brésilien avec des politiques de redistribution particulières qui ont fait sa particularité. C'est-à-dire sortir les pauvres de la misère et augmenter leur niveau de vie. Vous voyez, alors, le temps a passé, Bachir. Oui. Les contraintes du capitalisme sont en train d'exploser. C'est ça la guerre en Ukraine. Ça fait qu'aujourd'hui, les pays africains peuvent regarder le modèle chinois, regarder le modèle russe, regarder le modèle brésilien et sortir quelque chose d'inédit. C'est possible. Quand vous citez Chine, Russie et Brésil, je vois directement les BRICS. Oui, c'est l'un des pères fondateurs des BRICS, vous le savez. Il avait créé aussi un G20 pour les pays du Sud. G20 pour les pays du Sud. Mais maintenant, avec le contexte mondial qui change, mais Lula, il est le bienvenu. Oui. Avec son expérience, n'est-ce pas, son expérience, la connaissance des rouages du système international, des non-dits de l'économie, n'est-ce pas, il peut être un excellent conseiller pour les pays africains. Il peut être un excellent conseiller pour les pays africains, parce qu'il a une bonne expérience déjà. Et il peut être un facilitateur dans la maîtrise des BRICS. Oui. Qui pour l'instant quand même n'est pas l'œuvre des pays africains, il faut le dire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il a un plus. Il est vraiment son arrivée au pouvoir et le fait qu'il ait dit que sa priorité c'est l'Afrique, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique parce qu'il va offrir d'autres routes. On aura beaucoup de choix. On a beaucoup de choix et bien coordonnés
Si on coordonne bien ces choix-là, si on fait un bon quadrillage politique, géoéconomique et politique, on peut s'en sortir. C'est en cela que Lula apporte un plus, n'est-ce pas, dans cette dynamique de multipolarisation qui va être désormais la marque des relations internationales. Nous sommes contents de son arrivée au pouvoir, même comme M. Bolsonaro n'a encore rien dit. Oui, pour le moment, il n'a pas... Il est silencieux, ses partisans bloquent les routes. Oui, ses partisans bloquent les routes, il n'a encore rien dit. Mais c'est peine perdue. En tout cas, merci président Bandakani pour ce décor bien planté. Jonathan Batengene, de la réélection de Lula, que peut-on dire? La réélection de Lula, c'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant qui rappelle beaucoup de choses. C'est intimement lié avec l'histoire du Brésil. Et l'histoire du Brésil, c'est une histoire qui est profondément ancrée dans ce qu'on appelle l'État clientéliste. C'est-à-dire un État redistributeur à la fois de richesses, mais également de positions politiques. Et tout est imbriqué jusqu'au trafic de drogue. Quand vous entendez Bolsonaro qui disait « Je vais lutter contre le trafic de drogue », en fait, il ne pouvait pas se battre contre ce qui est consubstantiel de la nature même de l'État brésilien. C'était une illusion, une utopie vendue au peuple. Mais il faut un peu comprendre pourquoi nous disons que c'est lié à l'histoire du Brésil. Rentrons en 1964, le coup d'État contre le président Goulart, pas le premier, parce que le Brésil est indépendant depuis. Donc, avec le président Goulart, pourquoi Goulart est éliminé? Goulart a subi un coup d'État parce qu'on lui reproche, ou on le soupçonne, d'être un proche des communistes. En fait, il y a une criminalisation de la posture idéologique au niveau du Brésil à partir de 1964. Le 13 mars, lorsqu'on fait le coup d'État, on criminalise l'appartenance au parti de gauche, socialiste, communiste, tous les autres. Et de 1964 jusqu'à 1985, date à laquelle la dictature va être elle-même renversée, tous ceux qui étaient soupçonnés d'être proches de gauche étaient criminalisés systématiquement. On leur intentait un procès et le procès aboutissait à des condamnations. Il faut noter également qu'entre 1964 et 1985, la date où le Brésil bascule totalement dans le bloc de l'idéologie libérale, c'est-à-dire du bloc droit, et a comme partenaire principal l'Allemagne et les États-Unis comme premier partenaire et l'Allemagne comme second partenaire. Et quand on parle de l'Allemagne à cette période, ce n'est pas encore la période de l'unité allemande, donc c'est l'Allemagne de l'Ouest. En fait, c'est un Brésil qui est ultra-libéral. Et qu'est-ce que ce Brésil préconise? Lula da Silva arrête ses études, il est né en 1945. À 18 ans, il arrête ses études parce qu'il ne peut plus payer on ne peut plus lui payer les études. Pourquoi? Parce que le gouvernement de droite de 1964, putschiste, proche des États-Unis, décide que il faut arrêter tous les programmes d'aide aux pauvres. Donc on arrête tous les programmes d'aide aux pauvres, on arrête même les initiatives privées qui étaient portées par les ONG qui visaient à scolariser les pauvres. Et on crée une classe de parias qui n'est pas inédite. L'histoire du Brésil est profondément liée à l'histoire de l'esclavage. Et la classe de parias, et je comprends le président quand il dit tout à l'heure que nous sommes très solidaires de la victoire du président Lula. Le Brésil est le deuxième pays qui abrite les Noirs sur la terre. Le deuxième sur cette terre. Après le Nigeria, c'est le Brésil. Ils sont plus de 100 millions aujourd'hui au Brésil. Alors, dans la classe des parias, c'est ceux qui étaient avant les anciens esclaves et ceux qui les autochtones indiens, les Amérindiens, qui n'ont plus la possibilité d'avoir des terres. Parce que le Brésil, l'histoire de l'esclavage a créé ce qu'on appelle les propriétaires de terres, les propriétaires terriens qui sont les facendos, les propriétaires de fazenda. Ceux qui ont vu les novelas, ils peuvent comprendre ces affaires de fazenda. En fait, c'est des fermes. Et c'est eux les propriétaires terriens. Ces propriétaires terriens appartiennent à ce qu'on appelle le lobby des conservateurs. C'est bien d'avoir toutes ces images parce qu'après, vous allez voir un peu le lien avec Lula. Les propriétaires terriens sont devenus ultra dominants sous la dictature de Branco. Ils sont devenus ultra dominants. Et les propriétaires terriens se sont alliés du capitalisme international. Notamment, vous allez trouver parmi les plus grands actionnaires dans les compagnies brésiliennes qui sont en vue. Il y aura Vanguard, le fonds d'investissement Vanguard, qui est l'un des fonds d'investissement les plus richissimes du monde.
excusez pour l'utilisation du superlatif avec le trait, mais ça mérite bien parce que Vanguard et BlackRock sont les grands actionnaires des plus grands capitalistes brésiliens. Et la particularité du capitalisme brésilien, c'est qu'il est essentiellement agro-business. C'est agro-business. C'est-à-dire, c'est des industries qui sont portées vers les industries agricoles qui sont portées vers l'exportation. Et là, vous avez des cultures comme le soja. Le Brésil est le premier avec les États-Unis, premier producteur mondial. 31% de part chacun. 31% de part chacun. On parle de plus de 817 millions de tonnes qui sont exportées toutes les années en matière de soja. Les Brésiliens est d'ailleurs l'une des plus grandes firmes de semenciers dans le monde. Elle est brésilienne, elle est dans le top 4, Bunge. Et vous verrez que Bunge a également comme actionnaire les plus grands capitalistes états-uniens. Donc en fait, il y a comme des représentations du grand capitaliste états-unien qui s'est développé au Brésil et qui donc domine le secteur agro-business. Et c'est ce secteur qui constitue ce qu'on appelle au Brésil les conservateurs. Et c'est ces conservateurs qui tiennent ce qu'on appelle les partis libéraux. Alors, quel est le lien? La criminalisation, l'invention de la criminalisation de l'idéologie au Brésil à partir des années 60 a fait que, après même la dictature, les mentalités n'ont pas beaucoup changé. 1992, le départ du président qui était là, c'était essentiellement dû à la tricherie. Mais avec Lula, on va assister à un procès de criminalisation d'un président de gauche. Parce que Lula, depuis 2003 qu'il a pris le pouvoir, ses performances étaient tellement bien que Obama, lorsqu'il prend le pouvoir, il dit, en allant rencontrer Lula, il dit « Je rencontre l'homme le plus populaire de la Terre ». C'est-à-dire les États-Unis reconnaissent que cet homme-ci est tellement performant que son peuple l'aime plus que tous les autres présidents de la Terre. Et Lula avait créé un système tel que la continuité de gauche, parce que Lula est un des fondateurs en 1980 du Parti travailliste, qui est le nouveau parti de gauche au Brésil. Et ce parti a dominé le Brésil de 2003 jusqu'en 2017. Lorsqu'ils ont évincé Mme Dilma Rousseff à partir d'un coup d'État parlementaire. Un coup d'État bien orchestré à partir des fuites de Wikileaks. Où les câbles ont montré que Mme Dilma Rousseff avait pratiqué ce qu'on a appelé une fraude fiscale et donc elle ne méritait plus le pouvoir. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'en fait, il s'agissait d'un coup d'État. Et le procès de Lula était essentiellement un procès politique qui s'inscrivait dans la continuité de l'idée de criminalisation des partis de gauche ou bien des militants de gauche. Pourquoi? Parce que le magistrat en question, Sergio Moro, Sergio Moro est un homme qui mène une enquête dans le fameux lavage express, l'enquête de lavage express. Il montre qu'il y a des entreprises qui ont bénéficié qui ont financé des hommes politiques et leur ont donné des largesses dans le cadre d'une action corruptive. Et ils disent que dans cette perspective, Lula aurait été bénéficiaire d'une de ces actions. Alors, pendant le procès, on se rend compte que le procureur et le juge se connaissent. Ils se connaissent. Et les procureurs et le juge échangent des informations. Le juge d'instruction, il échange des informations avec les procureurs. Une chose que dans le domaine judiciaire, il n'est pas commode de réaliser cela. Donc, ils échangent des informations et tous ces acteurs de la justice collaborent avec une certaine presse, une presse de droite. Si vous prenez de Intercept Brazil, c'est un média qui est de droite. Et il communique les informations dans ce média-là. Et quand vous regardez les informations qu'ils communiquent, ils violent même les procédures de forme en matière judiciaire. Ils envoient les communications privées de M. Lula da Silva dans ces médias. Ils envoient par certains canaux qui sont toujours des médias de droite les informations privées de M. Lula. Et c'est ces canaux qui commencent une campagne de noircissement de l'image de Lula da Silva. Alors, lorsque le procès a atteint
en 2017, lorsqu'il a été condamné à 9 ans, puis en 2018 à 12 ans, lorsqu'il est allé en appel, il a posé d'abord, il a recusé la partialité du magistrat. Et lorsque les enquêtes ont été élaborées, on s'est rendu compte que effectivement, le magistrat Sergio Moro n'était pas partial dans le dossier. Il partageait. D'ailleurs, en 2018, Sergio Moro démissionne en avril lorsque la décision est rendue. Il démissionne et il devient ministre de Jair Bolsonaro. Une chose extraordinairement curieuse. Pourquoi est-ce que le juge qui a permis d'éliminer Lula, parce que Lula était prêt à faire un 3e mandat, parce que là-bas la constitution ne limite pas le nombre de mandats, donc il était prêt à faire un 3e mandat, comment le juge qui a permis d'éliminer Lula, qui avait un meilleur audimat en matière de mesure de l'audience, de sondage, d'audience dans les sondages, comment il a réussi comment celui qui a réussi à l'éliminer réussit à avoir une promotion politique dans un gouvernement de droite. Ça a commencé à susciter l'intérêt des médias et on s'est rendu compte qu'il y avait des connivences. En fait, les États-Unis qui soutiennent les gouvernements de droite, vous vous souvenez en 2019, la rencontre Jair Bolsonaro et M. Trump, c'était essentiellement une rencontre entre des hommes de droite. Ce n'était pas une rencontre dans le sens de la marche du monde ou bien dans le sens, c'était la confirmation de ce que les États-Unis ont réussi à ramener le Brésil dans leur axe géopolitique. Et donc, Jair Bolsonaro, qui était de droite, était plus proche des États-Unis et les États-Unis redoutaient le retour d'une travailliste qui augurait l'arrivée des socialistes. Donc, ils avaient éliminé Dilma Rousseff, ils ont essayé de discréditer Jair Bolsonaro et la décision rendue en 2020 par la Cour suprême brésilienne qui a remis Lula da Silva dans son droit et l'a rendu éligible à une élection présidentielle, cette décision est venue changer tout le jeu. Et c'est pourquoi c'est intéressant. Lula qui arrive, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'axe que les États-Unis préfèrent en matière de collaboration au Brésil. Et donc c'est une bonne chose pour le continent. C'est une bonne chose pour le continent. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir parce que nous avons parlé de tous ces conservateurs. Les conservateurs, il faut bien que les téléspectateurs le retiennent. Les conservateurs, c'est pas comme aux États-Unis des gens qui sont contre l'homosexualité, tout ça. Non. Au Brésil, les conservateurs sont pour la plupart les grands capitalistes, c'est les propriétaires de grands business. Et nous allons montrer plus dans notre deuxième intervention comment est-ce que ces conservateurs influencent la vie politique brésilienne. Merci à vous. En tout cas, Lula da Silva devra faire face à tous ces conservateurs. Président Bandakani, lors des premières années au pouvoir de Lula, la valeur des échanges entre le Brésil et l'Afrique a triplé et les exportations du Brésil vers l'Afrique ont augmenté, tenez-vous tranquille, de 487%. Alors aujourd'hui, est-ce que Lula pourrait reprendre là où il avait laissé, puisque les années de Bolsonaro, malheureusement, Bolsonaro ne s'est penché aucunement sur le continent africain, ça n'entraîne même pas dans son agenda. Est-ce que Lula peut encore redresser la barque? Jonathan, vous avez fait une espèce de sociologie du capitalisme brésilien. Oui. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est que le problème de la criminalisation de la gauche dans l'Amérique latine date de très loin. Avec l'arrivée des militaires au pouvoir, l'imposition des militaires au pouvoir par la CIA. Par la CIA, c'est avec l'assassinat d'Allende, les Pinochet, tous ces militaires qui sont arrivés au pouvoir. Même au Brésil, il y avait des militaires au pouvoir, au Mexique, partout, Franco, tout à fait au pouvoir, tout à fait, et qui étaient extrêmement violents. Et qui donc ont entrepris la criminalisation, parce que le mot à sa place, de l'idéologie de gauche. Il y a une question extrêmement forte en Amérique latine, c'est la question de la terre. Oui. Les propriétaires terriens. La question de la terre. En Bolivie, vous trouvez le problème de la terre. Mexique, au Brésil, Paraguay, partout. C'est-à-dire la terre, la question de la terre est un des caractères majeurs des pays d'Amérique latine. L'essentiel de la terre est entre les mains. Ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie terrienne. Une bourgeoisie terrienne totalement branchée sur les États-Unis. Totalement prise en charge, n'est-ce pas, par le capitalisme américain. Et au niveau brésilien, le problème de Lula,
du Brésil, quand vous me ramenez au niveau des échanges, il faut faire très attention avec les échanges. Parce que les échanges en soi, ça ne signifie rien. C'est-à-dire que si ce qui est important, c'est le rapport entre ce que je gagne quand j'importe chez vous. C'est au niveau de la balance commerciale qu'on va juger la qualité de l'échange, ce que chaque pays gagne. Lula est le président du Brésil. Quand il est président, il a en charge, il doit garantir les marchés à toutes les entreprises du Brésil. Attention. Ce qu'il faut préciser à la suite de Jonathan, c'est que le complexe agro-industriel du Brésil, c'est entre les mains que vous appelez de la bourgeoisie américaine, états-unienne. Dans le cadre de délocalisation, en plus de, comme j'ai dit, de l'acquisition des terres qu'ils ont confisquées depuis très longtemps. Et c'est pas seulement au niveau de l'agriculture, même au niveau, par exemple, aéronautique, au niveau du pétrole. Au niveau du pétrole. Même l'éthanol, qui est la marque du Brésil, c'est-à-dire que ces immenses propriétés de canne à sucre qui produisent le carburant, un autre type de carburant. C'est Amstel. Oui. Amstel qui fait tout ça. Donc, vous voyez tout ça. Donc, vous voyez qu'une bonne partie de l'appareil industriel brésilien, n'est-ce pas? L'appareil industriel brésilien est de type capitaliste, non capitaliste. Donc, le problème de Lula, c'est quoi? Le problème de Lula, c'est sa capacité à... Est-ce qu'il peut convertir, vous voyez, cette machine capitaliste, est-ce qu'il peut la convertir dans le sens de l'incliner, n'est-ce pas, vers la prise encore de marchés africains? Oui et non. D'accord. Comment vous expliquez le oui et le non? Oui et non, parce que le capitalisme, c'est la recherche du profit. Quand j'envahis votre espace avec mes produits, d'abord, je tue votre capacité d'initiative locale. Je tue. Maintenant, le rapport, c'est le prix. Le prix. Si mes marchandises chez vous imposent un consommérisme d'un certain type, vous êtes tellement de consommateurs, moi je vous paye. Je vous paye. Et pendant ce temps, vous, je le répète, vous n'êtes que des consommateurs. Un pays ne peut pas se développer comme ça. Ça veut dire qu'à la fin, ce sont les marchés. C'est le Brésil qui va s'enrichir en notre détriment. Mais par contre, le bon côté qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est que il y a, et d'ailleurs, on l'a vu, un pays comme le Cameroun, quand vous regardez, parce qu'on a oublié de le dire, le Brésil a aussi une puissance en matière informatique et d'Internet. Quand vous voyez par exemple la fibre optique, un pays comme le Cameroun a un partenaire extraordinaire avec le Brésil qui nous a permis d'avoir la fibre optique. L'une des meilleures, l'une des meilleures du continent. Oui, dans le monde d'ailleurs. Dans le monde. Donc il y a des filières qu'on peut développer avec le Brésil. Le Brésil peut nous aider, et c'est là où Lula est important. Je vais être très pratique. Vous voyez par exemple ce que fait Erdogan actuellement, en pleine crise de grâce. Le gars est devenu un homme d'affaires extraordinaire. La Turquie gagne. Il a réussi à devenir une espèce de hop, de sous-hop. C'est-à-dire qu'un sous-hop de circonstance de gaz, c'est-à-dire Poutine livre le gaz, et lui il vend ça partout, y compris en Europe. Et il gagne beaucoup d'argent. Il est devenu incontournable. Je veux dire quoi? Le Brésil peut être une forme de hop intermédiaire. Hop intermédiaire qui permet aux pays africains d'atténuer la violence de cette mondialisation. Telle que cette position-là. Lula peut aider l'Afrique à ce niveau-là. Là, il peut nous aider à construire ce type d'Europe. Comprenez? C'est-à-dire qu'il peut nous aider. Il peut nous aider dans la... Comment je veux expliquer ça? Il peut nous aider dans... C'est-à-dire, il peut être un bon conseil pour voir comment, je l'ai dit, comment on peut se faire une place dans cette affaire qui est extrêmement compliquée. Ce n'est pas notre projet, nous, le panafricanisme. Nous, on a notre projet. Mais je parle des États africains tels qu'ils sont là actuellement, dirigés là. Ce que nous n'a pas apporté là, dès demain à un pays africain. Il peut apporter une alternative. En termes d'offres, c'est évident. Il peut le faire. C'est-à-dire que vraiment ces possibilités commerciales sont là. Mais croire qu'à partir de là, on va développer l'Afrique, c'est une naïveté vraiment qui est indigne de nous sur ce plateau. Donc, moi, ce qui est intéressant sur Lula, c'est quoi? C'est que d'abord, au niveau, il a dit une chose qui est extrêmement importante, la relation avec les États-Unis. Vous ne comprenez rien à Bolsonaro si vous ne savez pas pourquoi Bolsonaro était là à un moment donné. Malgré son discours conservateur au niveau des valeurs, il a pu flatter une certaine culture africaine qui n'accepte pas les saletés de l'Occident. Il a pu flatter ça, son discours. Mais c'est quelqu'un qui
la droite brésilienne incarnée par Bolsonaro, ce sont des gens qui sont là pour fournir les marchés états-uniens de produits à bas prix, à un moment donné. Quand vous voyez, par exemple, à un moment donné, l'Amérique désorganise les marchés mondiaux, c'est comment? Parce que souvent, quand l'Amérique est déficitaire en matière de compétitivité dans un domaine, mais elle a délocalisé des entreprises qui sont au Brésil, par exemple, exportent directement sur le marché américain. Et ça désorganise les marchés dans le monde. Parce que, par exemple, vous regardez, vous avez besoin je prends l'exemple de céréales, par exemple. Dès que les Américains impriment leur dollar, ils achètent, ils orientent les céréales sur le marché américain. Au détriment même des producteurs américains, de certains producteurs américains, au détriment. Et du coup, ça désorganise le marché des céréales. Tu voyez un peu. Donc ça déséquilibre au niveau du monde. Et à partir de là, ils jouent, non seulement ils maintiennent l'avantage du dollar, mais ils maintiennent, n'est-ce pas, ça dit que ils fournissent le marché américain avec des produits, entre guillemets, qui partent d'un pays X, mais qui en réalité sont des productions des sociétés américaines délocalisées. Et ça revient chez eux à des prix, à bas prix. Vous voyez ça? Donc, des gens comme Bolsonaro servent ce type de projet. C'est pour comprendre la bataille qu'il y a entre Lula et Bolsonaro. Et c'était d'une violence terrible. Hein? Tout à fait. Et là, c'est là où Lula, lui, va opérer la rupture. Vous voyez? Lula veut opérer la rupture parce que Lula, lui, se bat pour que la structure économique du Brésil ne soit pas un sous-système américain. Il se bat pour ça. Et si c'est possible, aussi commencer à diversifier. Par exemple, il a fait, tout à l'heure, Jonathan le parlait, au départ, quand il arrive, les Américains sont extrêmement dominants. Mais il a diversifié. Hein. Aujourd'hui, il a des débouchés brésiliens. Tu as l'Union européenne, dans une certaine mesure. Tu as la Chine. Tout à fait. Tu as la Chine. Il peut diversifier. Il veut faire Par exemple, Cégiment, en matière d'engrais, Cégiment est devenu intéressant. Oui, tout à fait. Il peut faire, par exemple, ça avec l'Afrique. Il peut décider de diversifier avec l'Afrique. Parce que d'où vient sa faiblesse? Ce n'est pas lui là qui est faible, hein, mais c'est lié à la structure de l'économie brésilienne. Le Brésil exporte, mais le Brésil importe aussi beaucoup. Oui. Et quels sont les principaux importateurs? Il importe des intrants intermédiaires des États-Unis, de la Chine, énormément. Et là, ils me disent, d'une certaine mesure, l'Union européenne. Quand vous dépendez de ces marchés, en matière de fourniture, n'est-ce pas, d'intrants importants pour une certaine économie de pointe, d'un certain niveau. Parce que le Brésil, on peut dire que le Brésil est dans l'économie de pointe intermédiaire. Pas le haut niveau, à dire intermédiaire. Ces gens vous font chanter. Regardez ce qu'on fait à la Chine. Regardez ce qu'on fait à la Russie. On a, par exemple, interdit, par exemple, à ceux qui produisent des microprocesseurs, par exemple, de fournir le marché russe. Et ce n'est pas le seul domaine. De manière à faire tomber l'économie russe, qui dépend, n'est-ce pas, d'un certain niveau de produits de haute technologie venant des États-Unis ou bien de l'Union européenne. Le Brésil a ce risque-là. Il y a cette dépendance. Ça fait donc que, n'est-ce pas, la gauche brésilienne, dans le cadre du contexte brésilien, parce que la spécificité du Brésil, ce n'est pas Bolivie, par exemple, c'est pas la même spécificité historique. Oui. Même si ça ressemble en gros. Tu vois, le problème du Brésil, c'est que Lula soit capable, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, capable d'essayer de convertir cet appareil, n'est-ce pas, pour orienter sa structure vers l'Afrique, avec ce que cela comporte en matière de limiter la dépendance, n'est-ce pas, non seulement du Brésil à l'égard des différents marchés que je viens de signifier, mais, n'est-ce pas, construire un vrai partenariat, n'est-ce pas, avec les pays africains. Par exemple, nous, on vous donne les matières premières et vous nous donnez une certaine technologie. Mais conscient du fait que l'Afrique est le continent de l'avenir, alors il va de soi que Lula va effectivement se battre pour que... Il vient de vous dire le problème qu'il a eu. Oui. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi on a inventé un faux procès? C'était du n'importe quoi. Oui. Petrobras, c'est-à-dire, c'est un grand scandale de corruption, n'est-ce pas, organisé par les Américains, la CIA américaine, organisée très bien. Ce sont les corrompus qui sont venus juger Lula en l'accusant d'être corrompu. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui s'est passé. Oui. Et on a emprisonné, on a déchu Dilma Rousseff, qui était... avait un coup d'état parlementaire. Sa filleule, vous voyez. Pourquoi ils ont fait ça? Il vous a expliqué. La peur de voir comment
le Brésil était en train de changer, non seulement au niveau mental, sur le plan politique, parce que le Brésil était en train de prendre conscience sur le plan politique d'un certain nombre de choses. Surtout cette dépendance, la structure de leur économie qui est un peu extravertie. Ouais, un peu. Qui est un peu extravertie. Bon, ça dépend de l'histoire du Brésil. Hein. Le Brésil, c'est une histoire, vous avez parlé tout à l'heure des Noirs, mais c'est un pays qui brasse pratiquement 3 races. N'est-ce pas? Il y a les Noirs, il y a les Amérindiens et les Européens. Et les Européens. Ils appellent ça la brasilianité. Quelque chose de spécifique. Vous voyez, et les Occidentaux se servent de ça pour essayer de tirer le pays vers l'Occident. Quand je dis l'Occident, vers le capitalisme occidental, avec tout ce que cela comporte. Donc ça fait que le pays est inégalement développé, c'est un pays paradoxal, ça fait qu'en termes de cohésion, c'est pas facile, et ça leur permet, on va parler des favelas. Les favelas sont le symbole de ce capitalisme qui laisse, n'est-ce pas, des millions de personnes sur le bord de la route, dans la misère. Les favelas, c'est les gens qui quittent des villages, pour la plupart, qui ne peuvent pas s'insérer. Et qui vivent dans à l'image des townships bidonvilles. Là-bas, c'est même plus grave. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils n'ont pas accès aux soins. Ils vivent, des conditions sont infrahumaines. Et on les compte par millions. Hein. Ce sont des millions de Brésiliens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Donc vous avez comme ça un pays qui a des îlots de prospérité. Ça, c'est l'Amérique, ça. Voilà comme ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Des îlots de prospérité, Rio de Janeiro, Sao Paulo, et d'ailleurs c'était de la capitale, parce que bon, c'est un centre d'impulsion, c'est un Brésil d'impulsion politique. Vous avez ce genre de là, et autour, vous avez une périphérie qui est extrêmement dans la misère. Ça permet à ces gens de tenir les hommes politiques et de renverser le pouvoir qu'ils n'arrangent pas quand ils veulent, avec ce genre de configuration. Oui. Donc, la montée de Lula et le Parti des travailleurs a menacé cet équilibre, n'est-ce pas, politico-économique qui a fait du Brésil un pays émergent, mais dans la version occidentale. Version occidentale. C'est-à-dire une forme de comptoir géant, qui permet au capital de prospérer en se délocalisant, de se reproduire de manière très élargie, mais en développant la misère. En développant la misère. C'est ça le problème. Et en déstructurant un pays, de manière que sa cohésion soit difficile à tenir. Donc ce sont des défis que Lula a. Et nous les Africains, c'est à nous, les Africains, je l'ai dit tout à l'heure, le bonus que Lula nous apporte, c'est qu'il ouvre les perspectives géopolitiques davantage. Il écarte davantage le spectre. Nous avions la Chine, nous avions la Russie. Dans une certaine mesure, l'Inde, mais qui pour l'instant est très éloignée de l'Afrique. L'Inde n'est pas très, pour l'instant, très éloignée de l'Afrique. Elle est plus tournée vers les Occidentaux, parlons comme ça. Et dans une certaine mesure, la Russie. Elle balance entre les deux. Mais Lula nous offre quelque chose d'extraordinaire. Lula peut nous donner des mécanismes. Avec Lula, les Africains peuvent construire des mécanismes, n'est-ce pas, qui permettent, en plus de ce que nous offre la Chine et la Russie, on a la possibilité d'étudier un modèle, n'est-ce pas, d'un modèle qui non seulement permet de voir comment on sort rapidement les gens de la pauvreté, Lula l'a fait, mais en plus comment on peut analyser les faiblesses du capitalisme international, mondial, et tirer notre épingle du jeu dans un départ. C'est cela que les pays africains doivent travailler et réfléchir. Mais pour ça, il faut que nos dirigeants travaillent. Merci, Président Badakani. Je vois Jonathan qui veut m'arracher aussi la parole. Je reviens juste pour annoncer à notre régie d'afficher les numéros. Les téléspectateurs nous interrogent à quand notre tour. Eh bien, votre tour, c'est dès que vous voulez. On affiche les numéros. Jonathan. Oui, il faut revenir, et le président a très bien planté le décor. Pour bien comprendre la bataille au niveau du Brésil, il faut rentrer en 1850. La loi sur le foncier. Et cette loi du foncier de 1850 donnait la priorité du foncier aux facendos, c'est-à-dire les propriétaires de facendas. Imaginez-vous donc, dans un pays où il y a eu l'esclavage, où on a trouvé les Amérindiens, ces Amérindiens n'étaient pas réputés être propriétaires terriens. C'est-à-dire, on vous trouve sur votre territoire, mais vous n'êtes pas propriétaire de cette terre. Ils appartenaient donc à un mouvement qui, en 1970, est devenu ce qu'on appelle le mouvement des sans-terres. Le mouvement des sans-terres. C'est des individus qui, vous êtes dans votre village, vous avez toujours vécu là, mais un jour, un matin, une multinationale arrive et vous dit, vous devez libérer, c'est notre terre.
Il y a d'ailleurs un terme brésilien pour manifester cet accaparement des terres, le guilaguen. Oui. C'est-à-dire, on prend un document, on le fait vieillir de manière tout à fait... c'est un faux, hein? Oui. On le fait vieillir et on vous dit que c'est un titre de propriété qui date de peut-être 1815. Je prends un exemple comme ça, 1815. Ça s'est passé à Amapá. C'est une des régions du Brésil, c'est à la frontière guyanaise. Oui. Et l'entreprise visée, c'est Amsel, qui est l'un des plus gros producteurs de soja et l'un des plus gros négociants de soja, et l'un des actionnaires majoritaires de Amsel, c'est Bunge. Vous voyez un peu, c'est des mécanismes qui permettaient aux facendos, qui sont les conservateurs, ceux qui tiennent le parti libéral, ceux qui tiennent les médias de masse brésiliens, ceux qui ont des relations avec les États-Unis et les médias mainstream. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce scandale qu'il y a eu à Nord-Est, la région de Nord-Est, où une entreprise, une multinationale, on a montré ça en 2009 dans tous les médias, on montrait des populations qui occupaient les terres, on les présentait comme des délinquants. En fait, ça participe de cette criminalisation de la posture idéologique. Parce que ces sans-terres sont généralement des populations sensibles aux idéologies communistes, socialistes. Donc, ils sont très proches du Parti travailliste. Et ceux de 2009, c'était des populations autochtones amérindiennes qui étaient sur leur terre. Et leur terre devait être arrachée à l'avantage d'une multinationale brésilienne. Oui. Et comme il fallait criminaliser ces gens, on les a présentés comme des délinquants et leurs actions comme étant leurs actions de délinquance sur les terres d'une entreprise. C'est le mécanisme au Brésil. Et Lula da Silva a payé de cela. Pourquoi? À partir de 1980, quand le Parti travailliste émerge, la base du Parti travailliste, c'est les mouvements des sans-terre. Il faut la réforme agraire. Et en 2003, le premier projet que Lula pose sur la terre, parce que la première grande réforme agraire après la loi de 1850, c'est 1964, lorsque la dictature est arrivée au pouvoir, et la dictature conférait encore davantage plus de pouvoir aux facendos. Avec Lula, la deuxième grande réforme agraire a lieu en 2003 et cette deuxième grande réforme agraire, Lula l'inscrit dans le cadre de l'ouverture aux sans-terre de l'accès à la terre. Et ça devient un grand enjeu. C'est tout ça qui fait qu'on se bat pour faire partie Lula. Pourquoi? Parce que les sans-terre sont la majorité de la population. Et les sans-terre occupent des zones stratégiques. Par exemple, les Amérindiens, ils n'ont pas décidé de vivre dans la forêt. Ils occupent des zones qui sont fertiles dans la forêt. Et quand vous entendez le mouvement de déforestation, ce n'est pas les sans-terre qui le font. Ce n'est pas les populations, ce n'est pas la paysannerie. C'est les multinationales. D'ailleurs, nous avons pris l'exemple de Amapá. Le gouverneur de Amapá, c'est un ancien voleur de terre. Excusez pour la manière de le présenter, mais c'est comme ça. Le directeur du port, un ancien voleur de terre, lui-même il a été condamné pour avoir volé 400 000 hectares de terre. Et ces populations-là, c'est au gré de la déforestation que ces gens font fortune. Et c'est ces personnalités qui constituent le parti, qui sont les conservateurs, qui ont malheureusement le pouvoir médiatique, ont le pouvoir financier, ont les relations à l'international, du moins le relationnel nécessaire pour se présenter comme des hommes vertueux, et présentent les paysanneries comme étant des délinquants, des voyous, des gens qui ne veulent pas le progrès. D'ailleurs, au Brésil, sous Bolsonaro, en 2001, il a voté une loi sur ce qu'il appelle la régularisation des terres. En fait, cette régularisation était un retour en 1964. C'est-à-dire, cette fois-là, on pouvait encore, vous allez voir que plusieurs scandales d'accaparement de terres ont recommencé à faire surface. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la défaite de Bolsonaro. Parce que Bolsonaro, dans tous les États où les mouvements des sans-terre ont pignon sur lui, il a perdu les élections. Parce que les sans-terre ont vécu depuis 2001, c'est-à-dire ça fait un an, ils commencent à revivre les phénomènes qu'on avait observés sous la dictature de droite. Ils se disent, ce qui est en train de revenir au Brésil, c'est quelque chose qui risque de replonger une bonne partie de la population dans la pauvreté. Le président a parlé de l'inclusion. Je vous en prie, je vais passer la parole. Le président a parlé de l'inclusion, 12% de réduction de la pauvreté. En fait, c'est la réforme agraire de Lula
qui permet l'accès aux terres, qui crée de nouveaux types d'entrepreneurs. Il faut noter une chose, le Brésil est entré en crise en 1999. Une crise durant laquelle les Brésiliens n'avaient plus à manger. Alors que le Brésil était toujours resté parmi les plus gros producteurs de soja, de maïs, de café, de cacao. Vous voyez que toutes ces productions-là, c'est pas ce qu'on consomme au Brésil. Et ça ne leur appartient pas. C'est pour les marchés étrangers. Alors que les productions qui sont prioritaires, celles qui sont consommées au Brésil, ne l'étaient pas. Or, ceux qui produisent pour les Brésiliens, c'est la paysannerie. Et c'est ces paysans-là qui étaient laissés. Les nouveaux entrepreneurs donc, que Lula a créés, c'est eux qui ont constitué cette classe moyenne qu'on a observée, qui a permis de résorber 12% dans l'économie mondiale, et qui, dans l'économie brésilienne, et qui a permis qu'une grande partie de ces pauvres-là puissent sortir de leurs conditions et accéder à un certain mieux. Je reviens à vous, messieurs. En tout cas, c'est très, très passionnant ce que nous écoutons. Nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. Ils sont nombreux et je vois Galoseli, je vois Jean Sakponou, je vois Delphin de Gitega. Alors, nous commençons par qui au niveau du standard? Galoseli. D'accord. Bonsoir à vous, Galoseli. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir à vos invités, à vos illustres invités. Bonsoir aux téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, il faut retenir une première chose. Aucun pays au monde n'est indépendant. Mais vous pouvez vivre indépendant si vous voulez, si vous tenez à vivre sur vos petits deniers, sur tout ce que vous avez. Mais si vous voulez vivre aux standards internationaux, c'est-à-dire manger ce qui vient des quatre coins du monde, vous n'êtes plus indépendant. Cependant, il y a quelques rares pays qui peuvent être indépendants. C'est-à-dire c'est des pays qui ont tout. Il y a l'Afrique, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a la Chine. Ce sont des pays qui ont une étendue de territoire qui leur permet d'avoir tout sur place. Ils peuvent prétendre à une indépendance. Cela dit, le sujet que vous avez posé, c'est pourquoi Lula parle de la priorité de l'Afrique. Parce que l'Afrique est encore le seul continent honnête où les gens peuvent faire affaire entre personnes de bons sentiments. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, si on va au-delà de ce que disait M. Batengene, mais M. Batengene, dites ça aux dirigeants camerounais et africains, surtout francophones, on est en train de vendre nos terres partout. L'une des choses que nos diplomates doivent apprendre quand ils sont en Chine, c'est de réaliser qu'en Chine, vous ne pouvez pas acheter la terre. Parce que la terre, c'est tout. Or, dans les pays francophones, déjà même dans cette fausse constitution et des accords coloniaux, nos terres et nos sous-sols appartiennent à notre pays. Donc vous voyez que c'est tellement incongru quand on approche ça selon l'angle de M. Batengene. Maintenant, si on l'approche selon l'angle du président Bandakani, ce que j'approuve, c'est de dire une chose très simple. La balance commerciale, M. Ladan, quand vous avez un partenaire, vous engagez dans une relation où vous voulez qu'il bénéficie et que vous bénéficiez aussi. Donc dès que la balance commerciale est, n'est pas équilibrée, ça veut dire qu'il y a tricherie quelque part. Et cette tricherie-là peut être très bien rétablie quand on a des génies de la monnaie. Autrement dit, quand vous avez votre monnaie, si vous vendez votre cacao à quelqu'un à 100 francs, mais vous voyez que celui-là s'enrichit à votre cacao, la prochaine fois, vous lui dites non, mon cacao coûte 1000 francs. C'est aussi simple que ça. Mais pour les pays francophones qui n'ont pas de monnaie, c'est un perdant. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le développement du président Bandakani pour montrer la nécessité d'avoir sa monnaie et d'établir une balance commerciale équilibrée. Balance commerciale équilibrée, mais si vous avez votre monnaie, quelqu'un vous achète, il vient vendre chez vous tous les jours, il prend votre monnaie, qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne pourra rien faire, sinon revenir chez vous pour l'investir ou bien aller sur le marché mondial pour le vendre. Et en allant le vendre sur le marché mondial, ça relève le niveau de votre monnaie. Donc on est dans c'est pas un cercle vicieux, mais on est dans un cercle vertueux de la monnaie. C'est pour ça que la monnaie, c'est un instrument très puissant de souveraineté. Je vais m'arrêter là pour dire vraiment, j'ai apprécié les deux points de vue et je demande aux Africains de regarder plutôt le côté positif de ce que disait M. Batengene. On ne vend plus les terres au Cameroun. Très bien. Ce que disait le président Bandakani, il nous faut notre monnaie immédiatement. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous également, Galoseli. Jean Sakponou est au bout du fil depuis les États-Unis. Bonsoir, Jean Sakponou. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à votre équipe. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à vos invités, Jonathan et Badakani. Bonsoir, Badakani en particulier. Bachir, il faut apprécier nos intervenants. Et surtout, moi, j'ai un cœur qui identifie ce que je veux. Effectivement, je le vois en Badakani toujours. Il a le temps
de pouvoir effectivement expliquer les choses. Je dis souvent que nos doctorats, nos masters n'ont rien devant la réflexion que mène cet homme divin. Parce que je l'ai connu il y a un peu longtemps. Ce qu'il a dit, comme vient de dire mon prédécesseur, c'est vraiment clair. Que les pays africains sortent de léthargie occidentale pour s'ouvrir au monde. Parce que nous sommes le centre, Bachir. C'est ce que les gens ne reconnaissent pas. L'Afrique, aucun pays dans ce monde ne peut se développer sans l'Afrique. Mais il faudrait que les relations soient de bonnes intentions. Mais il ne faudra que les Africains attendent que les autres viennent déverser les choses chez eux, sans qu'ils n'en tirent profit, sans qu'eux aussi n'arrivent à offrir quelque chose aux autres, des échanges, comme l'a dit mon prédécesseur et comme l'a dit Badakani tout à l'heure. C'est pour ça que j'apprécie sincèrement. Il faut apprécier ton frère quand il est sur le bon chemin, pour qu'il avance davantage, pour éclairer. Nous devons, Badakani, effectivement, sensibiliser nos hommes d'affaires africains, de se détourner de l'Occident, capitaliste, tueur, buveur de sang, pour s'ouvrir au monde, pour faire de bonnes affaires avec de bonnes moralités. Et non l'argent, et l'humain disparaît devant l'argent. Alors si Brésil aujourd'hui nous l'a dit qu'il veut rétablir les relations avec le continent africain, mais nous devons chercher à comprendre le pourquoi il veut le faire et quels sont les avantages que les Africains doivent tirer de ce rétablissement. Et nous dit que oui, Brésil vient. Non. Et ils vont venir déverser, et nous allons seulement être là pour consommer. Non, pas seulement. Il faut réfléchir que nos hommes d'affaires se détournent de la vision occidentale pour s'ouvrir au monde, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent tirer profit de cette nouvelle relation que nous, là, durant son terme, va apporter à l'Afrique. Donc il faut continuer la sensibilisation, inviter les gens pour venir effectivement décortiquer ce que les Africains peuvent tirer comme profit avec le Brésil. Voici, voilà ce que je peux dire. On n'a pas assez de temps et je vais laisser le temps aux autres. On n'a pas assez de temps. Oui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en guerre. Merci. Allez, merci Jean-Sac Pono. On n'a plus que 10 minutes avant de refermer cette édition. On ne voit pas le temps passer finalement. Allons donc donner la parole à notre ami Delphin depuis Gitega au Burundi. Delphin, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir mon cher frère. Vu qu'il reste peu de temps, je vais saluer comme ça les invités. Ils me connaissent et je les connais. Je salue particulièrement leur retour sur l'histoire à la fois politique, sociologique du Brésil et économique, bien sûr. J'apporterai comme information supplémentaire à leurs analyses les bouleversements, notamment le fait de criminaliser toutes les politiques de gauche dans l'ensemble de l'Amérique latine jusqu'à aujourd'hui, remonte à peu près à deux frères qui étaient bien placés dans le gouvernement états-unien. On les appelle les frères Dulles. Ils ont travaillé à la fois pour les présidents Eisenhower et Kennedy. Et en fait, ils sont eux les stratèges de la politique de refoulement qui a été menée contre l'URSS. Et Kissinger est venu à leur suite. Et ce sont effectivement ces gens-là qui ont mis en place un monopole à la fois politico-militaire mais aussi financier dans l'ensemble de l'Amérique latine. Donc M. Lula est un de ces révolutionnaires depuis Pancho Villa le Mexicain qui auront su lire ce type de danger et qui ont combattu comme ils ont pu le faire malgré les faux procès et les agressions en tout genre. Donc je remercie vraiment les invités d'être revenus sur cet aspect historique parce que c'est très important. Maintenant, quant à ce que M. Lula a déclaré, selon quoi sa priorité serait l'Afrique, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire qu'il redonne un peu de dynamisme aux BRICS. Mais honnêtement, il nous faudra beaucoup travailler parce que ce n'est pas gagné. Ce n'est vraiment pas du tout gagné. Le Brésil me fait penser un peu à la RDC. Monsieur Bolsonaro, pour moi, était quelqu'un qui n'allait pas dans notre sens, un peu comme Tshisekedi. Et maintenant, Lula est venu, espérant que Kabila va suivre. Néanmoins, le Cameroun est un État précurseur, en ce sens où vous avez déjà initié une collaboration avec le Brésil. Donc, effectivement, l'Afrique ne doit pas se priver du retour de cet allié sur la scène internationale. Donc, comme il reste peu de temps, mon cher Bachir, je vais m'arrêter ici. Peut-être que je reviendrai les fois d'après
pour le média une fois de plus. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Merci à vous, Delphin Mouyempondo, depuis Gitega au Burundi. Alors, on peut prendre un dernier appel et on fait un dernier tour de table. Je crois que c'est faisable. Allô, bonsoir. D'accord, on prend. D'accord, bon, revenons vers nos chers invités pour un dernier tour de table. Alors, on va commencer par qui? Joe, peut-être avec toi, et puis bon, le président finira. Très bien. Oui, la question de Lula met en exergue quelque chose, des éléments que nous, Africains, on peut capitaliser dessus. La réforme agraire, par exemple. Oui. Aujourd'hui, en Afrique, comment est-ce que les politiques publiques peuvent s'inspirer de la réforme agraire de Lula de 2003 qui a permis de résorber le chômage et de créer et de booster l'économie? Il faut noter qu'avec Lula, l'inclusion économique a atteint un seuil tel que c'était devenu une référence dans le monde. D'ailleurs, la majorité des ONG, même celles qui sont utilisées par le State Department, ont pris le modèle brésilien comme étant un modèle généralisable dans l'ensemble des pays. Et c'était devenu un mécanisme par lequel on voulait inciter les politiques publiques en Afrique. Donc, Lula, c'est un gros modèle en matière de gestion du foncier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Lula, c'est aussi un engagement dans un combat. Lula combat le capitalisme mondial. Et c'est ça qui a fait peur. Si Lula est parti, c'est à cause de ces capitalistes. Il faut noter que le Brésil, c'est la terre où évoluent tous les plus grands groupes capitalistes. Monsanto, Bayer, Dupont, Dreyfus, tous ces grands Cargill, tous ces groupes que je cite sont leaders dans le domaine de l'agroalimentaire. Nestlé, tous ces grands groupes sont là-bas. Et le Brésil, c'est l'un des poumons de la planète. Un peu ce que l'Ukraine, qu'on avait occulté pendant longtemps, a été en Europe. Le Brésil, c'est un des gros poumons. Si l'économie brésilienne venait à connaître des moments difficiles, ou bien l'agro-industrie brésilienne venait à connaître des moments difficiles, ça aurait des répercussions jusqu'aux États-Unis et en Europe. Parce que plusieurs grands groupes, figurez-vous, les Allemands par exemple, les grandes firmes, les grands laboratoires allemands, 60% de ventes d'antibiotiques pour l'élevage se font sur le marché brésilien. Oui. 60%. On ne parle pas, quand on parle de l'agro-industrie, que les gens ne s'imaginent pas seulement l'agriculture, c'est également l'élevage. Au Brésil, le modèle qui marche, c'est le modèle des fermes circulaires. Vous avez à l'intérieur quelqu'un qui élève les chevaux, les porcs, les bœufs, les taureaux, et il fait l'agriculture, du maïs, il occupe sur des surfaces inimaginables. Et chaque jour, le problème de la déforestation qui est posé et qui a commencé à être accéléré avec João Bolsonaro, c'est un problème qui touche qui concerne éminemment cette agro-industrie. Lorsque vous voyez les ONG, comme on appelle ça, la Greenpeace, venir se pavaner qu'elle défend la planète, vous voyez à Paris, on vous dit que la COP 21, c'est pour la protection de la planète. Est-ce que vous avez déjà vu les laboratoires, par exemple, Ron Poulain, s'inquiéter parce que Ron Poulain est détenu par Aventis, Aventis Sanofi, qui détient Ron Poulain. Est-ce que vous les avez déjà vus dénoncer la déforestation au Brésil? Eh bien, la déforestation au Brésil nourrit plusieurs familles en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est contre ce complexe financier et industriel que Lula se bat, et Lula sera une aide pour nous Africains pour que nous comprenions comment adresser de bonnes réponses aux problèmes, non seulement du foncier, mais aussi de lutte contre ce capitalisme agro-industriel qui a fait des ravages sur son territoire. Merci Jonathan Batengene. Président Bandakani, en définitive, il faut bien rappeler quand même qu'entre 2003 et 2010, le président Lula da Silva a visité 27 pays africains. Vraiment 27 sur les 55 contre le continent, alors que son challenger n'en a visité aucun. Alors, ça en dit beaucoup, certainement. Mais est-ce que l'Afrique pourrait devenir aujourd'hui, encore une fois, une priorité diplomatique cette fois-ci du Brésil? Oui, oui. D'ailleurs, même sur la question de l'Ukraine, vous voyez comment la position de Lula, elle est... En tout cas, elle n'est pas pro-occidentale. Oui. Elle n'est pas pro-occidentale. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Oui,
Oui, c'est un atout diplomatique majeur. Oui. Le Brésil avec Lula peut modérer beaucoup de choses. Ça va être une puissance de modération. Les histoires que la France raconte là, c'est le Brésil qui est même mieux placé pour être une puissance d'équilibre. Oui. Le Brésil est mieux placé. Pas l'usurpation que le Tintin là veut faire là, pour les histoires, machin comme ça. Alors que lui, c'est un agent américain de bas niveau. Lula peut jouer, le Brésil peut jouer ce rôle en termes de puissance de modération. Oui. Mais, je vais vous dire, c'est-à-dire que, vous savez, il peut faire beaucoup de choses. Le conflit ukrainien a consolidé un axe, l'axe euroasiatique. L'organisation de la conférence de Shanghai, tout. Et c'est-à-dire que le cœur de l'équipe mondiale est en train de vouloir basculer de ce côté-là. Voilà. Et l'Afrique n'a pas, c'est-à-dire, je veux dire quoi, l'Afrique se retrouve brutalement face à cette réalité. Lula peut être un bon médiateur. Il faut faire diplomatie. Il peut être un très bon médiateur, que ce soit en termes de diplomatie économique, mais en termes de diplomatie géopolitique. Il peut être un très bon médiateur. Parce qu'il s'entend, c'est-à-dire que la droite américaine, le capitalisme américain ne l'aime pas. Mais ils n'ont pas le choix pour l'instant. Ils n'ont pas le choix. Mais ils s'entendent très bien avec Poutine. Très bien avec Poutine. Ils s'entendent avec tout le monde très bien. Très bien. Il a reçu les félicitations de Poutine. Tout le monde. Pendant que tout le monde est tout le monde. Il s'entend avec tout le monde. Il s'entend très bien avec Xi Jinping. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle important dans la situation du monde aujourd'hui. Et il peut être il peut créer, c'est-à-dire, il peut être, comment on me dit ça, il peut être, comment je vais appeler ça, je ne vais pas dire grand frère, ça va trop dire. Il peut être, comment dire ça, un appui majeur sur le plan diplomatique pour les pays africains qui sauront manœuvrer avec lui, pour éviter toutes sortes de carcans, pour éviter les carcans. Parce que, comme je l'ai dit, l'organisation de la conférence de Shanghai. La coopération de Shanghai, oui. Les Africains ne sont pas encore outillés pour aller là-bas. C'est un peu brusque et on ne sait pas, on n'est pas encore outillé pour les mécanismes de ce nouveau front économique mondial nous échappe. Même si la Russie veut tendre la main, mais il y a un même problème parce que ça dit que c'est quelque chose qui est tellement nouveau. Mais Lula peut être un pont, un très bon pont, et ça va booster, vous voyez, ça va donner, ça va élargir les perspectives économiques du continent africain et lui permettre de nous comment on dit ça, d'affaiblir davantage, d'avoir les moyens de nous débarrasser de cette dépendance occidentale qui pèse sur nous. Je terminerai avec ce que j'appelle le modèle Lula. Le modèle Lula, ce que Lula fait miroiter comme modèle, c'est qu'il incarne. C'est une fois de plus la problématique du travail et le capital qui est posée sur la table. C'est-à-dire que vous avez un chef d'État qui est de gauche. Il lui faut une base sociale pour affronter le grand capital qui a pratiquement colonisé son pays sur le plan économique. Parce que tous les grands groupes là, attention, le Brésil, 4e puissance agricole mondiale, premier rang mondial pour la production de café, canne à sucre, d'orange, propriétaire du plus grand troupeau de bétail du monde, 3e exportateur mondial de produits issus de l'agriculture, acteur majeur du secteur de l'agroalimentaire, important producteur de chocolat, 40 entreprises exportant du chocolat dans 97 pays, 2e exportateur mondial de fer et l'un des premiers producteurs d'aluminium. C'est acteur important aussi dans le pétrole et l'aéronautique. Ce n'est pas n'importe quel pays. Mais tout ça échappe un peu aux Brésiliens. Tout ça, parce que c'est du capital délocalisé. Pour l'essentiel, vous comprenez ça. Donc, lui, le modèle qu'il impose sur la table, c'est la capacité d'un État entre les mains d'un homme de gauche, d'un homme du peuple, qui est capable de mobiliser une base sociale et les moyens de l'État pour imposer un rapport d'égalité entre le capital et le travail. Surtout quand le capital est orienté vers les exportations et ne s'occupe pas de la satisfaction des besoins réels des populations. Il vous a posé le problème de l'agriculture au Brésil. Ça a une contradiction. Le Brésil, il y a l'agro-industrie. L'agro-industrie, c'est pour le marché étranger, il a dit. Mais l'industrie même qui doit nourrir le pays, c'est près de 350 000 familles, près de 5 millions de personnes. Ils ont accès à autour de 12% des terres. Pendant que le grand capital a pratiquement pris 40% des terres. Donc, avec Joao, ils sont même montés à près de 60. Bon, très bien. Voilà, il a fait ça. Donc, le défi de Lula, le modèle que Lula incarne, même si lui ne réussit pas, mais il nous aura passé le témoin, c'est de créer une base sociale dans un pays qui fait que l'État s'appuie
sur la majorité de la population. Sur les paysans, par exemple, la paysan. Et là, la question agraire revient. C'était le point fort de Mao Tse-tung pour faire la révolution chinoise. Mais avec les termes de notre époque aujourd'hui, la question de la terre revient, la question du capital terrien, pour donner de la terre aux paysans qui vont cultiver la nourriture. Comme Sankara disait, cultivons la nourriture, le produit vivrier, vous comprenez. Ça va solidifier son pouvoir, parce que vous savez, c'est là où je veux... Et nous sortons. On va remettre le plateau pour le journal. Je suis en train de dire la spécificité qu'il y a local Lula. Si ce n'est pas fait, si Lula est affaibli au niveau intérieur, si ce n'est pas fait, il va être obligé d'être le VRP